Bonjour à tous, chers parents, futurs parents et grands-parents, chers amis du Sénégal, chers amis d'ailleurs. Bienvenue dans ce 10e numéro de l'éducation selon Mariam et Aïda, enregistré depuis le groupe scolaire Mariam et Aïda à Dakar. Bonjour Mariam. Bonjour Aïda. Mariam, quel est le thème d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le thème s'intitule « Mon adolescent est rebelle ». Comme d'habitude, pourquoi as-tu choisi ce thème? Eh bien comme d'habitude, parce que c'est aussi un thème qui concerne beaucoup de familles qui ne savent pas tellement comment réagir face à un adolescent qui vient de quitter le monde de l'enfance et qui donc change et on ne sait pas quoi faire. Alors, ma première question, Mariam, va être très simple. Elle va peut-être paraître triviale, mais quand commence l'adolescence et quand finit l'adolescence? Parce que finalement, avec tout ce qui se passe maintenant, on est dans les pré-ados, ados ceci, post-adolescence. On ne sait, je pense que les parents ne savent plus trop où se situer et quand commencent un peu les difficultés de l'adolescence, ne savent pas tellement si c'est l'adolescence ou c'est peut-être de l'impolitesse ou de l'insolence. Mais la question est très bonne. Au contraire, elle n'est pas triviale parce que effectivement, aujourd'hui, on parle de plus en plus de préadolescence. Ça veut dire que, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de préadolescence? C'est parce que dès l'âge de 10 ans, on commence à remarquer chez les adolescents, chez les enfants plutôt, des comportements que l'on voyait plutôt chez des enfants qui avaient 14 ou 15 ans. Et donc, finalement, on considère qu'à partir de 10 ans, déjà, l'enfant prend le chemin de l'adolescence et entre 10 et 12 ans, on est dans une zone un peu grise qui est la zone de la préadolescence. Alors, théoriquement, l'adolescence se termine vers 18 ans, mais aujourd'hui, peut-être qu'on peut finalement prolonger cette période jusqu'à quasiment 20 ans. Chez certains enfants, ça va s'arrêter assez rapidement, parfois parce qu'il y a les aléas de la vie qui font qu'il faut grandir vite, et chez d'autres, ça va se prolonger plus parce qu'on est dans des familles qui vont peut-être les infantiliser un petit peu plus. Mais on va dire que si on est dans comment dire, dans une définition classique de l'adolescence, on est entre 13 et 20 ans, enfin 13 et 19 ans. Voilà, là, cette période-là, c'est vraiment la période de l'adolescence. Si on doit l'adosser, par exemple, aux études des enfants, donc c'est la période qui va se situer à peu près entre la classe de quatrième collège, donc et jusqu'au lycée, jusqu'à la fin du lycée. Et quand l'enfant va avoir son bac et entrer à la fac, eh bien là, on peut quand même considérer que maintenant il est entré dans l'âge adulte. Alors, Mariam, pourquoi à cet âge-là, entre donc, comme tu dis, peut-être 10 ans et 20 ans, Mhm. et tout ce qui se passe entre les deux, pourquoi est-ce que les enfants se rebellent? Pourquoi est-ce il y aurait une rébellion? Et comment se manifeste cette rébellion chez les enfants, chez les adolescents? Et j'imagine qu'elle est peut-être, les manifestations peut-être différentes en fonction de la personnalité des enfants, de Mm. leur environnement, etc. En fait, la rébellion, c'est le refus de faire ce que les parents attendent de nous, en fait, si je me mets dans la peau de l'adolescent. C'est le refus d'entrer dans le moule qu'on a coulé. Et donc, ce refus se manifeste. Pourquoi? D'abord parce que, en fait, l'adolescent se rend compte qu'il n'est plus un enfant. Il est visité par des questions qui ne le taraudaient pas quand il était enfant Et innocent. et innocent. En fait, tout d'un coup, il pose sur le monde un regard qui est vraiment différent. Il va voir et remarquer des choses qu'il ne remarquait pas avant. Il va se poser des questions par rapport à ces choses qu'on ne lui explique pas nécessairement. Et en fait, forcément, il va tout d'un coup juger ses parents parce qu'il va se rendre compte que ses parents ne lui disent pas toute la vérité sur tout. Parce que quand on est enfant, on se contente de toutes les réponses des parents. C'est-à-dire que on pose une question, n'importe laquelle, quelle que soit la réponse, pourvu qu'elle vienne de papa, maman, ou de l'enseignante à l'école, on l'accepte. Mais l'adolescent, lui, ne va plus accepter tout ce qu'on lui dit et va véritablement se poser des questions. Et s'il n'obtient pas des réponses qu'il va juger satisfaisantes à ces questions, là, il va entrer dans un état un peu de rébellion, c'est-à-dire qu'il va vouloir montrer qu'il n'est pas dupe, en fait. Et comment ça va se manifester? Comme tu l'as dit, ça dépend
des personnalités, ça dépend aussi de l'environnement familial, ça dépend de ce qu'il peut se permettre de montrer. Dans certaines familles où on est très strict et très sévère, peut-être que on n'aura pas le profil de l'adolescent qui répond, qui claque les portes, qui fait le mur. Voilà, on n'aura pas ce profil, on aura plus le profil de l'adolescent qui est mutique, qui va cacher ses bêtises, Ce qui n'est pas mieux. qui n'est pas beaucoup mieux, parce que on peut avoir à ce moment-là l'illusion en tant que parent d'avoir un ado parfaitement lisse et parfaitement facile, alors que derrière, peut-être qu'il cache beaucoup de choses et quand il n'y a pas de communication entre les parents et l'adolescent, ça veut dire que l'adolescent cherche ses réponses ailleurs. Et donc, ce ne sont pas forcément les réponses que les parents ont envie qu'il trouve. Et donc, finalement, on peut avoir des enfants, des adolescents qui ont une double vie, c'est-à-dire qu'ils ont une double facette. Face aux parents, ils ont l'air plutôt obéissants, plutôt gentils, plutôt lisses, et alors que derrière, eh bien, ils vont se venger en fait quand ils vont sortir de la maison. C'est là que, par exemple, ils vont se montrer insolents avec des gens dans la rue parce qu'ils ne les reverront pas, donc ça porte pas à conséquence, personne ne va les dénoncer. Et c'est là qu'ils vont faire des bêtises, je sais pas, aller dans des supermarchés, peut-être essayer de chipper quelque chose, pour voir ce que ça fait, pour voir quelle sensation ça va leur donner, et parce que aussi c'est de la transgression et qu'on a envie à cet âge-là de voir ce que c'est que de transgresser et qu'est-ce que ça va faire. Et donc parfois l'adolescent très mutique qui ne parle très peu, parce que ça aussi les parents le vivent, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, on passe de l'enfant très bavard qui racontait toutes ses journées, qui parlait tellement qu'on avait envie qu'il aille se coucher vite, à l'adolescent qui, même pour dire bonjour, on va chercher ce bonjour au fond de sa gorge, et quand il rentre à la maison, il va s'enfermer dans sa chambre, et puis après, il ne va pas communiquer, il ne va rien raconter, et quand on va lui dire, mais alors ta journée, etc., il va rien dire du tout. Et donc, et ça peut être très déstabilisant pour les parents. De, on se demande, mais que se passe-t-il dans sa tête? Voilà. Absolument. Alors moi, ce que je retiens de ce que tu dis, parce que ça m'a toujours marqué, je me suis toujours dit, quand je regarde des adolescents, c'est le moment où ils se mettent à juger leurs parents, effectivement. C'est le moment où ils ne croient plus que automatiquement ce que nous disent les parents, et le moment où, effectivement, comme tu l'as dit, ils commencent eux à trouver des réponses, ou en tout cas ce qu'ils croient être les bonnes réponses, et du coup, ce que disent les parents devient à leurs yeux des paroles de vieux et des paroles de ringards. Exactement. Absolument. Alors, mais Mariam, tous les adolescents sont-ils rebelles? Ou y a-t-il des parents qui ont la chance d'avoir des adolescents qui passent cette période sans faire vivre à leurs parents et à leur entourage l'enfer vert? Bon, en fait, j'ai envie de te répondre que oui. Oui, tous les adolescents sont rebelles, mais la rébellion va s'exprimer de façon tout à fait différente. Et d'abord, il faut quand même se dire que tous les enfants passent par l'adolescence, puisque l'adolescence, c'est le moment de la puberté. Et la puberté, c'est d'abord un phénomène physiologique. Donc ça veut dire que c'est un moment où le corps change, où on sécrète certaines hormones qu'on ne sécrétait pas avant. Et donc forcément, les hormones, nous le savons tous, ça agit sur l'humeur, ça agit sur le bien-être. Et donc, l'adolescent peut sentir un certain mal-être, une certaine lourdeur, en fait, qui, euh, qui va être difficile à gérer, d'autant plus que ça arrive à un moment où, comme je l'ai dit, on entre au collège, donc tout de suite, c'est des réalités très différentes. Donc avant, on était à l'école primaire, maternelle, voilà, donc on n'est pas dans les mêmes conditions à l'école, on n'a pas les mêmes rapports avec ses camarades. Et donc tout ça mélangé, tout ça additionné, va donner aussi parfois à l'adolescent un sentiment d'étouffement et donc une envie, un besoin de liberté et aussi une envie, un besoin de se sentir exister et de s'affirmer, en fait. Donc ça, tous les adolescents vont le ressentir. Et la rébellion va naître aussi du fait qu'ils auront l'impression, même si ce n'est qu'une impression parfois, que tout ce qui les entoure les empêche d'exister et les empêche d'éclore. Et donc forcément, il va y avoir comme voilà un sentiment
comme ça d'étouffement et donc ils vont essayer de s'affirmer. Alors la rébellion, parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est silencieuse et on peut passer à côté, mais il faut donc toujours, en tant que parent, euh, avoir une attention particulière envers ces enfants qui sont en train de passer par cette phase de changement et ne pas se bercer d'illusions en se disant ah moi j'ai de la chance, ah avec lui ou avec elle ça se passe super bien. Il faut savoir que en fait ça ne se passe pas bien, c'est-à-dire que parfois les adolescents ont du mal même à expliquer ce qui se passe, ils ont du mal à mettre des mots et donc forcément peut-être que on va les retrouver parfois en train de pleurer. On le voit souvent chez les jeunes filles, donc elles pleurent, elles savent pas pourquoi elles pleurent, et on va leur dire mais pourquoi tu pleures, et elles vont dire mais je ne sais pas pourquoi je pleure, et en fait, et a priori ça peut agacer les gens, de dire mais pourquoi elle pleure, elle sait même pas pourquoi elle pleure, donc en fait elle est insolente, et en fait on va penser qu'elle est capricieuse, etc. Et d'autres vont se mettre en colère pour rien, c'est-à-dire que on va leur demander quelque chose ou alors leur petit frère ou petite sœur va leur faire quelque chose de tout à fait trivial qui s'est toujours passé et tout d'un coup là on a une explosion de colère. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort. Parfois ça va être une réponse très insolente faite à un adulte ou à un prof. Et là on se dit mais pourquoi? Et en fait, c'est parce que cet enfant est en train de gérer toutes sortes d'émotions qui sont comme une espèce de tourbillon permanent à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa tête, de changements même dont les parents, dont les enfants n'osent même pas parler à leurs parents. Par exemple, les filles vont avoir des seins qui pointent et elles vont pas oser même le dire, ou des poils qui poussent et elles ne vont même pas oser en parler parce qu'elles vont pas comprendre ce qui se passe. Donc, il est important vraiment de savoir que à ce moment-là, ce moment transitoire entre l'enfance et l'âge adulte, donc qui est l'adolescence, eh bien, les enfants ont forcément besoin d'être aidés et d'être soutenus. Mais pour rebondir là-dessus, Mariem, j'ai envie de te demander comment les parents doivent-ils réagir face à la rébellion, face à l'adolescence, comment doit réagir le reste de l'entourage et comment faire la part des choses et ne pas se dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'il est insolent, Mm, comment tout juste penser sans être agacé, parce que c'est vrai que mm, quand les adolescents s'y mettent, on peut parfois vraiment perdre la tête ou mm, en tout cas, ça nous énerve mm, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont insolents. Ils nous répondent mal, nous sommes leurs mm. parents. Ils nous posent des problèmes que nous n'avons même pas envie de gérer parce que c'est un peu du n'importe quoi. Oui. Comment peut-on vraiment faire la part des choses tout en restant juste Mhm. et tout en gardant quand même l'adolescent sur le droit chemin? Bon, je dirais qu'il y a trois maîtres mots qu'il faut essayer de garder vraiment en tête, c'est l'écoute, la rigueur et la parole. Donc, si je les prends un par un, l'écoute, c'est savoir écouter son adolescent, c'est savoir l'écouter et même essayer de débusquer dans le discours euh, prononcé ce qui n'est pas dit. Donc, lire derrière le texte le sous-texte. Donc ça, c'est un peu difficile, mais ça demande de l'écoute active parce que on le dit souvent dans cette émission que quand on rentre à la maison, on est super fatigué, on est sollicité par les enfants, on a passé une journée difficile au travail, etc. C'est pas forcément le meilleur moment de la journée pour recueillir les paroles de Bien ces sûr. enfants, etc. Les analyser, c'est difficile, mais il faut vraiment en fait s'obliger un petit peu parce que parfois j'entends des parents se plaindre du fait que leurs enfants ne leur racontent rien, ne partagent rien et finalement quand on regarde bien au moment où les enfants essayent vraiment de partager, en fait les parents sont pas vraiment là, ils sont pas dans une écoute active et les enfants le savent hein, quand on n'écoute pas vraiment, qu'on n'écoute que d'une oreille et qu'on fait et qu'on relance pas, eh bien ça donne pas envie de continuer. Donc l'écoute c'est vraiment très important parce qu'un enfant qui sent que il y a de l'écoute quand il parle et que les parents sont intéressés, reposent des questions, relancent et ne profitent pas de ça pour punir en disant ah bon tu as fait ça, ah bon tu as répondu ça et en fait finalement ça casse un peu la relation de confiance. Ça c'est important. La rigueur parce que il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui est de dire ah comme il est Mhm. adolescent, elle est On adolescente, laisse tout passer. voilà, je ne veux surtout pas qu'elle ne me raconte pas ce qui se passe, etc. Donc, je vais être la maman ou le papa, copain, copine, et voilà. Et donc, en fait, et voilà, on laisse tout passer comme tu as si bien dit. Alors que, non, en fait, un adolescent a vraiment, vraiment besoin
d'avoir des parents qui ne bougent pas de leur ligne. Mhm. Même s'ils discutent et qu'ils remettent en question ce qu'on lui a appris jusqu'ici, euh, si le parent commence à vaciller, Oui. l'adolescent tombe. Donc, quand on a des valeurs familiales qu'on a inculquées à notre enfant depuis sa naissance et qu'on a des règles dans la famille, des choses relativement strictes, etc., on ne va tout de même pas Y déroger y parce que déroger, voilà, parce qu'il est en crise, absolument. parce que ceci ou cela. Donc, cette rigueur, rigueur ne veut pas dire rigidité. Mhm. C'est-à-dire qu'on est rigoureux, mais en même temps, on est capable d'entendre aussi d'autres sons de cloche et défendre les valeurs qui sont les nôtres, et pas seulement opposer des parce que c'est comme ça et tais-toi et laisse-moi. Enfin voilà, ça c'est pas vraiment productif. Et puis la parole c'est la communication, c'est pas seulement écouter, mais c'est parler et c'est échanger. Donc, et en fait, c'est réussir à répondre aux questions de l'adolescent, parce que l'adolescent, c'est le futur adulte. Et donc, ça veut dire que quand un adolescent vient remettre en question des valeurs fondamentales de la famille, il n'est pas en train de vous provoquer. En fait, d'une certaine manière, il est en train de vous pousser dans vos derniers retranchements pour savoir quels sont les arguments ultimes que vous allez sortir face à ces interrogations, parce que lui-même cherche aussi à se convaincre que ces valeurs-là sont des valeurs en fait qu'il va adopter, et aussi si lui-même il est questionné par d'autres sur ces valeurs-là, il va savoir quoi répondre. Donc si vous lui opposez, mais arrête de me poser des questions et c'est comme ça et c'est tout, bah, en fait, du coup, les réponses sont tellement insatisfaisantes que comment l'adolescent va faire en fait pour juste comment dire exister lui-même, avoir confiance en lui, si nous parents on ne lui donne pas les outils pour forger sa confiance. Et ça c'est vraiment important. Aussi, il ne faut pas le traiter avec mépris, ni se moquer. Parce que parfois, les adolescents peuvent avoir des comportements qui effectivement peuvent prêter à sourire, qui vont nous ramener à notre propre adolescence, et puis ça va nous prêter à sourire et à peut-être un petit peu le moquer. Et c'est vrai que là-dessus, ce que nous on pense être quelque chose de très léger, les enfants peuvent le prendre pour quelque chose de vraiment très très lourd et quelque chose même qu'ils vont traîner toute leur vie. Je prends même un exemple sur les remarques que nous, parents, on peut faire sur le physique de nos enfants. Comme par exemple, parce que souvent quand on est adolescent, et surtout à la puberté par exemple, pas mal d'adolescents vont développer un appétit énorme, donc vont beaucoup manger. Et ça, c'est normal, en fait, c'est un besoin physiologique. Et, euh, et du coup, ce besoin de beaucoup manger n'est pas en fonction de ce qu'ils mangent. Chez certains, ils vont prendre du poids et d'autres pas du tout. D'ailleurs, vont rester même parfois très très maigres. Et en fait, nous, parents, on peut avoir tendance à faire des remarques de type ah là là, moi quand j'avais ton âge, j'étais filiforme. Quand j'avais ton âge, j'avais des biceps, enfin des choses comme ça. Et on en rigole. Et parfois même l'enfant va en rire aussi, alors que derrière, il y a une vraie blessure et quelque chose qui n'est pas digéré du tout et qui sera traîné toute la vie. Ce qu'il faut aussi absolument éviter, ce sont les affrontements, parce que autant les adolescents peuvent, quand ils sont vraiment très rebelles, peuvent chercher l'affrontement. Parce que justement, quand ils sont par exemple dans une famille où on ne discute pas beaucoup, où on n'a pas beaucoup d'espace de parole, Il a eh envie bien, d'entendre. et ben voilà. Donc il va provoquer pour avoir un affrontement où il va pouvoir lâcher des choses parce que on crie quoi. Donc et donc ça, il faut essayer d'éviter ça puisque dans ce genre de situation, on ne dit jamais des choses qu'on pense, on ne les dit jamais correctement. Et puis surtout, quand on admet qu'il puisse y avoir des épisodes comme ça dans le rapport parent-enfant, ça veut dire qu'on se met sur le même pied d'égalité que son enfant. Et c'est pas bon, parce qu'en fait, le parent doit rester sur son piédestal de parent, en fait. Et son image ne doit pas être écornée. Donc, même s'il y a un dialogue, le respect fondamental que doit l'enfant aux parents ne doit jamais, jamais être égratigné. Et il faut également éviter de crier, de menacer, tout comme, voilà, je le dis souvent concernant les enfants, ça marche pas du tout sur les adolescents de crier et de menacer. Ce qui marche, vraiment, vraiment, ce qui marche, c'est la conversation. C'est vraiment de pouvoir dire, par exemple, si
l'école appelle pour dire voilà que votre enfant a été collé parce qu'il a mal répondu à un professeur, en allant le chercher ou quand il rentre à la maison, au lieu de lui crier dessus et de lui dire voilà tu es privé de ceci, de cela, etc. Je pense que la première vraie question c'est de dire bon écoute explique-moi pourquoi tu as fait ça, dans quel état tu te trouvais, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là quand tu as dit ça, etc. Et en fait ça permet aussi de décortiquer vraiment les différentes étapes par lesquelles est passé l'enfant, l'adolescent, au point de mal répondre, parce que justement, on va lui apprendre par cette voie-là à se maîtriser, parce que nous adultes, déjà les adultes ne se maîtrisent pas. Je veux dire, beaucoup d'adultes ne se maîtrisent pas. Ils sont face à des situations difficiles, ils vont se mettre en colère, crier, insulter, et du coup, ils vont même peut-être parfois le regretter. Alors, imaginez un enfant adulte en devenir c'est très difficile pour lui de trouver les outils pour se maîtriser. Donc nous adultes, devons lui montrer le chemin. Et on ne va pas lui montrer le chemin en lui criant dessus dès le départ, mais en lui demandant déjà comment ça s'est passé. Et ensemble, on décortique et ensemble, on apprend. L'idée, c'est de lui dire, eh bien, la prochaine fois, c'est pas comme ça que tu peux régler ce problème, mais comme ceci ou comme cela. Et donc voilà comment je peux un peu résumer la manière dont on peut réagir face à un adolescent. Mais tout de même, j'aimerais rajouter une chose importante, c'est que quand je parle de rébellion, il y a des rébellions qui sont vraiment, qui vont très loin. Il y a des adolescents qui tombent dans la drogue, qui tombent dans la délinquance, qui tombent vraiment dans des trous sans fin, en fait, qui n'ont pas de fond. Et parce que personne n'a su, à un moment clé et important, leur tendre la main. Donc, il y a eu un moment où on pouvait encore récupérer et ce moment-là a été raté. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps, en fait, de vraiment observer ces enfants et d'éviter qu'ils glissent, en fait. En fait, ce que j'allais ajouter, c'est que la rébellion, c'est vrai, elle peut être ressentie durement par les parents. C'est vrai que l'insolence peut être est mal prise, c'est mal vécu, etc. Mais il ne faut pas qu'on oublie que l'adolescent, quelque part, souffre aussi Mm. pendant cette période. Parce que c'est beaucoup de questionnements, c'est lui-même il ne se comprend pas. Mm. Et comme tu le disais, il y a la puberté, Mhm. les hormones qui travaillent, etc. Et donc eux-mêmes ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Mhm. Et on doit prendre ça en compte mais comme tu dis, tout en gardant les valeurs familiales, en gardant les principes, etc. Merci beaucoup, Mariem, pour tous ces éclairages. C'était très instructif. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, de nous donner vos suggestions, de nous poser vos questions, comme aime le dire Mariem, qui va vous le préciser. Cette émission a été sponsorisée par BD Passion Dakar, bibliothèque, librairie, centre d'éveil et d'activités culturelles à Dakar. Merci, Mariem. Merci Aïda et à bientôt.